Salut la brigade, on se retrouve pour parler du ratio dette sur EBITDA. Donc c'est une vidéo qui fait partie d'une suite de vidéos sur les ratios boursiers. N'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo, vous trouverez une playlist avec toutes les vidéos dans l'ordre et un lien vers le site où vous pourrez télécharger les fiches résumées de chaque ratio. En 1, on verra le ratio dette EBITDA, c'est quoi. En 2, les calculs de ce ratio. En 3, on verra à quoi il sert. 4, inconvénients et limites. Et 5, on verra où trouver le ratio dette EBITDA. Et j'irai même dans les documents financiers d'une entreprise du CAC 40 pour vous montrer où vous pouvez trouver toutes les informations qu'on va voir ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est le ratio dette EBITDA? C'est un ratio qui mesure la capacité de remboursement de l'entreprise avec l'argent généré par son activité. Les autres noms que vous pouvez trouver, en français, vous pourrez trouver des fois leverage ou la traduction levier financier. En anglais, debt EBITDA ou debt to EBITDA. Alors la dette, c'est quoi? C'est l'argent que doit l'entreprise aux banques ou autres organismes ou associés ou les créanciers en général. Alors, EBITDA, c'est quoi? EBITDA pour Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. La traduction en français, c'est BAIA, ou des fois vous pouvez trouver BAIDA, bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Vous avez parfois le EBE, excédent brut d'exploitation, qui est utilisé à la place d'EBITDA. On en verra plus un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, pour comparer les trois termes EBITDA, BAIA et EBE, BAIA, c'est la traduction française d'EBITDA. Son calcul et donc son résultat sont les mêmes. L'excédent brut d'exploitation, EBE, il remplace souvent l'EBITDA en France, mais le calcul, donc le résultat, il est différent. Certains sites d'analyse utilisent carrément l'EBE à la place de l'EBITDA, comme Zone Bourse, et vous verrez en fin de vidéo, foin de vidéo, voilà. C'est la nourriture de la vidéo, le foin de la vidéo. Je corrigerai l'erreur. Pour la vidéo et pour notre ratio, on va se contenter de cette définition. Il mesure le profit généré par l'activité de l'entreprise. C'est ce qui nous intéresse dans le cas du ratio dette-EBITDA, c'est d'avoir une représentation de l'argent qui est généré par l'activité principale de l'entreprise pour pouvoir le comparer à la dette. Les calculs de l'EBE, le calcul de l'EBE est bien défini dans les normes comptables françaises, mais le calcul de l'EBITDA diffère en fonction des pays. Il n'y a aucune norme par rapport à ce calcul de l'EBITDA, donc vous pouvez trouver quelques variations en fonction des pays et en fonction des entreprises, et parfois même en fonction d'une période à une autre, il y a des entreprises qui vont inclure plus ou moins de choses pour essayer de se présenter sous leur meilleur jour. Donc vous commencez déjà à cerner les limites de l'EBITDA. Pour la suite de cette vidéo, on utilisera l'EBITDA qui semble le plus utilisé dans le monde de l'investissement, surtout à l'international. Mais en fin de vidéo, je vous montrerai un petit truc avec une alternative. Voilà, libre à vous de faire des calculs différents en incluant ou pas certains éléments en fonction de l'entreprise ou du secteur. Alors, l'EBITDA, pour revenir à son calcul, parce que vous partez des bénéfices, tout en bas, bénéfices nets, vous ajoutez les intérêts, donc earning before interest, taxes, plus les impôts, depreciation and amortization, plus dépréciation et amortissement. Donc voilà, aussi il existe des EBITDA ajustés avec plus ou moins d'éléments qui font partie du calcul de l'EBITDA. Vous pouvez les trouver sur internet des fois. C'est pour ça que l'EBITDA c'est une valeur qui est dure à définir exactement. C'est qu'elle peut être ajustée en fonction des analystes, des secteurs, des entreprises, même par les entreprises elles-mêmes. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de façon très très précise de le calculer. C'est propre à l'interprétation de chacun. Alors voyons maintenant les calculs. Bon, sans surprise, le ratio dette-EBITDA, c'est dette divisé par EBITDA. Pour l'excédent brut d'exploitation, dette divisé par EBE. Pas de surprise là non plus. Ensuite, on peut utiliser la dette nette. Donc on verra, on la calculera en fin de vidéo. Dette nette divisé par EBITDA. Alors qu'est-ce que c'est la dette nette? C'est l'argent que doit l'entreprise moins l'argent disponible. Quand je dis argent, c'est cash. Ou quelque chose qui est proche ou facilement convertible en cash. Si l'entreprise fait faillite, elle pourra payer avec, en partie, cet argent. Imaginons que vous avez une entreprise qui a 10 millions de dettes et qu'elle a une trésorerie et des équivalents de 8 millions. Donc c'est considéré comme l'argent disponible. On va faire
10 millions moins 8 millions égale 2 millions de dette nette. Alors ce calcul dette nette sur EBITDA, il est considéré comme un ratio différent du ratio dette sur EBITDA. Le résultat est différent. Dette nette égale dette bancaire moins disponibilité. Il s'agit simplement d'une modification de ce qu'inclut la dette au niveau comptable. Alors, pour définir le calcul qu'on vient de voir, les dettes bancaires, c'est les dettes à court, moyen et long terme auprès des banques. Disponibilité, trésorerie, l'argent disponible par exemple dans les comptes bancaires et dans les caisses. Et parfois les valeurs mobilières de placement les plus liquides. Ce qu'on peut appeler avec la trésorerie et équivalent. Donc valeur mobilière de placement, qu'est-ce que c'est? C'est les actions, les fonds, les trackers, etc. dont l'entreprise est propriétaire. Alors pour aller plus loin, votre compréhension de la comptabilité, elle pourra vous pousser à faire des ajustements qui vous paraîtront nécessaires sur ce ratio, aussi bien au niveau de la dette qu'au niveau de l'EBITDA. On a par exemple vu que même si l'EBE n'est pas utilisé à l'international, vous voudrez peut-être calculer le ratio dette-EBE. Alternative possible, dette sur EBIT. Donc on voit qu'on a Earning Before Interest and Taxes, mais on enlève Depreciation and Amortization de l'ajout au bénéfice. Alors à quoi il sert ce ratio dette-EBITDA? À définir la capacité de remboursement. Dette EBITDA mesure la capacité de remboursement de l'entreprise avec l'argent généré par son activité. Ok, mais l'argent généré par son activité, qu'est-ce que ça veut dire? On le précise parce que c'est l'argent que l'entreprise génère avec son activité principale. Un marchand de glace vend des glaces. Jusque-là, pas de surprise. S'il vend le terrain attenant à son magasin, ce n'est pas l'argent généré par la vente de glace, mais une vente exceptionnelle. Alors pour interpréter ce résultat dette EBITDA, le résultat, il indique combien d'années il faudrait à l'entreprise pour rembourser sa dette si son activité reste similaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance ni de chute d'activité. Donc on considère que les choses vont rester comme elles le sont. Plus il est élevé, plus l'entreprise se met en situation dangereuse. En général, on dit qu'un ratio de 4 ou 5 ou plus est dangereux pour l'entreprise. Bien sûr, il existe des exceptions et de grosses différences en fonction des secteurs. À vous donc de creuser et trouver pourquoi une entreprise a un ratio faible ou élevé. Alors, une petite image, une petite métaphore avec la balance pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui influe sur ce résultat de ce ratio. Donc, on a la dette et l'EBITDA. Si la dette augmente, le ratio va augmenter, donc c'est plutôt négatif. Si l'EBITDA diminue, donc en gros l'argent généré par l'activité principale de l'entreprise diminue, le ratio va augmenter. C'est plutôt mauvais signe. Maintenant, si on remet à zéro et que la dette diminue, c'est plutôt bon signe, le résultat du ratio il va diminuer. Et si l'EBITDA augmente, pareil, le résultat du ratio va diminuer. Alors bien sûr, c'est en règle générale. Une dette qui augmente, c'est pas nécessairement un mauvais signe, c'est soit l'excès de dette, soit l'augmentation de la dette sur plusieurs années qui peuvent être mauvais. Cette balance et ce ratio, ils vous donnent pas un résultat, ils vous disent pas, ok, tu peux investir dans cette entreprise ou ok, tu ne peux pas investir dans cette entreprise. Ils vous donnent des indices, à vous d'aller comprendre pourquoi derrière vous obtenez des résultats comme ça. Alors, comparé dans le même secteur. Comparer des entreprises concurrentes et du même secteur peut rapidement vous montrer les situations respectives de chaque entreprise. Un ratio faible sera toujours préférable, mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. Peut-être qu'une entreprise concurrente a emprunté pour investir dans un projet de recherche et développement qui va pouvoir lui rapporter gros, par exemple par rapport à une concurrence qui, elle, n'a pas emprunté pour investir dans de nouveaux projets et qui donc sur le long terme aura un désavantage. Donc vous voyez que c'est jamais ou positif ou négatif. C'est toujours à prendre avec des pincettes et c'est toujours, voilà, c'est ni noir ni blanc, c'est comme le yin et le yang. Alors, à quoi il sert ce ratio? Il est aussi utilisé par les banques. Ce ratio, parmi d'autres, est utilisé par les banques pour savoir quelle est la santé financière des entreprises et de calculer le risque qu'elles prennent en prêtant leur argent. Il faut comprendre que l'intérêt principal de la banque, bien évidemment, c'est de se faire rembourser. Donc il existe également des contrats qui stipulent que si le ratio il dépasse 4 ou 5, ou une valeur qui est définie par la banque, le remboursement de l'emprunt doit se faire instantanément. Ça me rappelle l'histoire du fondateur de Nike, Phil Knight. Il raconte son histoire dans le livre et il parle de ses galères
pour obtenir des crédits et avec les banques. Donc si l'entrepreneuriat et les histoires inspirantes de création d'entreprises, start-up vous intéressent, n'hésitez pas à lire son livre, mais à savoir que ce n'est pas un livre d'investissement. Alors, voyons les inconvénients et les limites maintenant de ce ratio. Déjà, on a un problème avec EBITDA. En tout cas, EBITDA a plusieurs problèmes. L'EBITDA, c'est une valeur qui est pratique plus qu'elle ne reflète réellement la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes. L'un des principaux reproches qui est fait à l'EBITDA est qu'il n'inclut pas les dépenses en capital, aussi appelées CAPEX pour Capital Expenditure. En gros, CAPEX, c'est toutes les dépenses pour les actifs physiques, leur maintien et les réparations. Donc si vous achetez des véhicules, des machineries, des usines, ça fait partie du CAPEX dans les documents financiers. Exemple, une entreprise qui a plusieurs usines, ces usines, au cours du temps, elles vont perdre de la valeur. Et cette perte de valeur, elle n'est pas reflétée dans l'EBITDA. On comprend donc que des entreprises avec des actifs corporels, usines, machines, ne peuvent pas être évaluées de la même façon qu'une entreprise qui aurait comme principal service un logiciel actif incorporel et peu d'actifs corporels. Parce que l'entreprise, j'ai fait une petite faute, c'est ne peuvent pas être, bon, je corrigerai. Les entreprises qui ont des actifs corporels, ils vont avoir besoin d'en acheter de nouveaux ou alors de les réparer, et tout ça, ça a un coût. Donc voilà, c'est pas pris en compte dans les l'EBITDA puisqu'on on rajoute les depreciation and amortization au bénéfice net et on ne prend pas en compte les dépenses qui sont les dépenses de l'entreprise pour tout simplement renouveler ses actifs ou les réparer. Alors qu'est-ce que Warren Buffett il pense de ce ratio? De l'EBITDA, pardon, pas du ratio. Warren Buffett, il ne porte pas l'EBITDA dans son cœur. Pour lui, les entreprises sérieuses n'en font pas mention dans leur rapport annuel. Trop utilisé, il peut sous-entendre que l'entreprise essaye de se présenter sous son meilleur jour ou que cela cache quelque chose. Certaines entreprises changent même ce qui est inclus dans leur calcul de l'EBITDA d'une année sur l'autre. D'ailleurs, si vous vous baladez dans des rapports financiers, des fois vous voyez que l'EBITDA, euh, qui est au milieu du compte de résultat, il va être écrit en aussi gros que le résultat net qui, lui, parfois n'est pas positif ou juste au-dessus de zéro. Et voilà, il y a des entreprises qui essaient de mettre ça en avant pour convaincre des investisseurs. Alors, citation de Warren Buffett qui a dit: Est-ce que les dirigeants pensent que c'est la petite souris, vous savez, celle qui s'occupe des dents, qui paye les dépenses d'investissement? Donc, dépenses d'investissement, c'est le CAPEX. Donc Warren Buffett, il considère que le CAPEX, c'est une dépense bien réelle, et vu qu'elle ne fait pas partie de l'EBITDA, il ne porte pas d'intérêt à ce calcul-là. Alors, Charlie Munger, qui est le bras droit de Warren Buffett, qui lui est à chaque fois un peu plus extrême, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Il dit: à chaque fois que vous voyez le mot EBITDA, vous devriez le remplacer par l'expression revenu bullshit. Voilà, tout est dit. Ok, mais du coup, Pierre, tu nous dis ça, mais est-ce qu'il y a une alternative à l'EBITDA? Donc par quoi on peut le remplacer pour notre ratio de levier financier, si on veut le remplacer? Le site américain Investopedia, il nous propose dans ce contexte résultat net moins CAPEX, donc les dépenses pour les actifs, plus amortissement et dépréciation. Donc on pourrait calculer notre ratio de cette façon, dette divisé par ce que je viens de vous dire. On voit donc que là, on a enlevé la partie interest and taxes. Donc on les considère comme des dépenses dans ce cas-là, de ce calcul. On déduit le CAPEX, donc les dépenses qui ont été effectuées pour renouveler les actifs corporels ou les réparations. Et on fait la balance avec les amortissements et dépréciations, donc les pertes de valeur des autres actifs qu'on avait déjà. Je vais vous montrer un exemple qui va peut-être vous aider à comprendre. Imaginons qu'on ait une ferme avec un résultat net de 1 million. Donc la ferme, il y a plein d'actifs qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Disons que cette année, il y a eu un CAPEX, donc des dépenses, il a fallu racheter une flotte de tracteurs avec de l'outillage, il y en a eu pour 600 000 euros. Et la dépréciation et amortissement des anciens actifs, par exemple, des anciens tracteurs, des citernes, du matériel, tout l'équipement, est de 500 000 euros. On aurait donc, avec notre alternative, un calcul de 1 million moins 600 000 plus 500 000 égale 900 000. Dans certains cas, si par exemple vous avez un CAPEX où cette année il a fallu investir énormément parce que
tous les 10 ans ou tous les 15 ans, il faut renouveler les tracteurs. On aurait eu un CAPEX par exemple de 2 millions, s'il fallait renouveler tous les tracteurs de notre grande ferme. On aurait eu un CAPEX de 2 millions, les dépréciations amortissements restaient les mêmes, on aurait eu en alternative 1 million moins 2 millions plus 500 000, on aurait eu un résultat négatif. Donc vous voyez que là, dans ce cas-là, le CAPEX, ça peut avoir un impact non négligeable sur l'une des composantes de notre ratio dette sur EBITDA. Vous pouvez également trouver sur Internet l'utilisation du résultat opérationnel ou de l'EBIT, Earning Before Interest and Taxes. Le tout étant de bien comprendre pourquoi vous utiliseriez telle ou telle valeur à la place de l'EBITDA. Cela peut vous demander un peu de recherche et de compréhension de l'entreprise et de son secteur. Alors, si besoin, pour approfondir et débroussailler tout ça, je ferai une vidéo complémentaire où je compléterai l'article lié à la vidéo, donc n'hésitez pas à le consulter, vous trouverez le lien dans la description. Comparaison trompeuse, j'ai mis mon petit avion en papier et mon coucou. Alors, l'utilisation de ce ratio n'est pas valable pour comparer des entreprises dans des industries différentes. La structure des entreprises étant différente, ainsi que le secteur, qui peut faire que les besoins d'emprunt sont différents. Alors, où trouver le ratio dette-EBITDA? Alors, vous trouverez le ratio dette-EBITDA sur la plupart des sites d'analyse, Zone Bourse, Morningstar, Yahoo Finance, etc. Il y a même certains sites qui vous le mettent sous forme de graphique, comme ça, visuellement, c'est plus sympa pour vous. Là, on va passer aux documents financiers. Donc, je vais vous montrer comment trouver l'EBITDA, la dette financière et l'alternative à EBITDA. Et on essaiera de voir un peu avec les sites financiers les différences qu'on trouve et comment eux, ils font le calcul. Nous voilà dans le compte de résultats de LVMH. D'ailleurs, j'ai pris LVMH au hasard. C'est juste pour l'exercice. Au moins, on a un cas concret avec des vrais exemples. Donc, on va commencer par calculer l'EBITDA. Alors, EBITDA, on se rappelle, earnings, donc les bénéfices. Hop, je vais vous le faire côté français. Résultat net part du groupe, 6354, on parle en millions bien sûr. Before interest and taxes. Donc, on enlève les intérêts qui sont de 117, on le voit ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez, là vous verrez peut-être mieux. Voilà, les intérêts ici. Et taxes, les impôts, ici. Pardon, d'ailleurs, si on ajoute, hop, plus 117, plus 2499. Ok, donc là on a earnings before interest and taxes. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est dépréciation et amortissement. Alors là, on va aller chercher ça dans tableau de variation de la trésorerie. Hop, on l'a ici. Tac, je vais vous montrer l'équivalent côté français. Côté anglais, pardon. Voilà, c'est cette ligne-là. Donc on voit le résultat. Tac. 2302 plus 2302. Donc nous, en faisant le calcul, on trouve un EBITDA de 11 272. Ok. Alors, on va aller voir un peu ce qu'on peut voir sur ce qu'on peut trouver sur les autres sites. Donc là, on voit, c'est sur MSN Money, on voit que l'EBITDA, il est de 11 940. Donc c'est en milliards, hein. C'est l'équivalent de nous. Ça fait 11 milliards 272 millions et eux, ça fait 11 milliards 940 millions. Voilà. Donc il y a une petite différence quand même. Pareil, on va aller voir sur Zone Bourse cette fois. Hop. Là, on voit, ok, EBITDA, 12 milliards 305 millions. Donc pareil, on en est un petit peu loin. Alors, pour vous expliquer un petit peu les différences, Zone Bourse, heureusement, c'est expliqué dans leur documentation. Ils disent EBITDA correspond à l'EBE. Il s'agit voilà, ils vous expliquent ce que c'est et ils vous disent que le calcul est le suivant. Et là, ils font un calcul un petit peu différent de ce qu'on peut trouver sur l'EBITDA. Chiffre d'affaires, donc eux, ils partent en fait en haut du chiffre d'affaires. Moins les achats et les charges externes, moins les charges de personnel, moins les autres charges. Et en fait, Zone Bourse, c'est pour ça qu'ils ont un résultat qui est différent des autres sites, où ils mettent 12 305. Sur MSN Money, c'est 11 094. Il me semble aussi que... Alors, je sais plus si c'est... je sais plus lequel c'est. Euh,
Je sais, j'ai pas trouvé les EBITDA sur EBITDA, voilà, 2018, 11,95 sur Morningstar. Donc on voit qu'on est, c'est le même quasiment que MSN Money, voilà, je sais pas ce qu'ils ajoutent dans le calcul. Donc vous voyez que nous on trouve une valeur de 11 272 et que les autres sites ont d'autres valeurs. Donc je vous montre ça pour vous montrer que bah, c'est pas toujours facile de trouver la valeur. Les sites d'analyse en plus, ils vous montrent pas les détails des calculs, ils vous disent pas forcément ce qu'ils prennent dans les calculs. Donc c'est pas toujours facile de trouver. Donc après, c'est à vous de prendre la valeur qui vous semble la plus adaptée au calcul de votre ratio. Là, vu que nous, c'est au dénominateur, on va vouloir prendre la valeur la plus faible pour avoir un ratio qui soit le plus comment dire, pas défensif, mais qui joue en notre faveur, pas qui nous réserve des mauvaises surprises. Si on prend un EBITDA qui est faible, on va diviser euh, le, le- le- la dette par un nombre plus faible, donc le résultat sera plus élevé. Donc ça vous donne une sorte de marge de sécurité quant à l'interprétation de ce ratio. Après, vous pouvez utiliser les deux résultats et comparer, voir s'il y a vraiment une grosse différence ou pas. S'il y a vraiment une grosse différence, essayez de passer du temps un peu à comprendre pourquoi et quels sont les éléments qui pourraient se cacher. Ça vous permet d'apprendre des choses derrière. Ok, donc on retient ces chiffres-là. Maintenant, on va calculer la dette financière. Alors, on va dans le bilan. Hop, on est au bon endroit. Balance sheet. Hop, on voit donc dans le côté passif du bilan, dette financière à plus d'un an, 6005, et dette financière à moins d'un an, 5027. Donc, si on ajoute, comment je vais retenir ce résultat? Hop, si on ajoute 6005 plus 5027, on obtient 11032. Maintenant, on va regarder un petit peu sur le site. Alors, sur Zone Bourse, j'ai vu qu'ils avaient la dette. Et là, surprise, on voit une dette de 5761. Ok, donc on se dit, bon, peut-être qu'ils prennent que la dette long terme. Voyons voir. Dette long terme, 6005. Bon, c'est pas les mêmes résultats. Là, vous voyez qu'en fait, ils ont une annexe dans les documents financiers de LVMH qui indique 18. Donc là, on va y aller directement. Vous pouvez scroller pour y aller, mais je vais cliquer. Tac. Emprunt et dette. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 5761. 5761. Hop. Vous le voyez ici en 2018. C'est bien le même chiffre. Et en fait, Zone Bourse, eux, ils prennent la dette nette. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils prennent la dette brute moins la trésorerie et ils obtiennent la dette nette. Et en fait, ils ne le précisent pas ici. Autre petite coquille que j'ai vue dans le truc de Zone Bourse, résultat opérationnel, EBITDA, 12 305, on se dit chouette, beau résultat opérationnel. Et quand vous allez voir dans le compte de résultat opérationnel, 9 877. 12 305, résultat opérationnel. Ça fait quand même une grosse différence. En fait, c'est l'EBITDA. Donc c'est leur calcul de l'EBE qu'ils indiquent dans leur documentation, voilà, ici. Donc en fait, des fois, les sites d'analyse sont pas précis. Donc c'est important de, voilà, de savoir faire les calculs vous-même et d'aller chercher l'information et d'éventuellement comparer entre différents sites, surtout quand il y a des grosses différences de résultats. Donc, ce qu'on va faire, hop, on a notre dette nette. Alors ça, c'est la dette totale. Notre EBITDA. Donc, on va diviser par l'EBITDA qu'on avait trouvé. Donc, on a dit qu'on prenait la valeur la plus faible qui était de. Hop, je l'ai copié-collé. Voilà. Donc, ça, c'est notre EBITDA. Hein. Donc, on voit que si on prend la dette long terme et court terme, avec l'EBITDA qu'on a trouvé nous, on a un ratio de 0,97. Maintenant, on va comparer avec les valeurs des autres. Donc, si on prend la dette de... attendez, je me perds. J'ai noté dette EBITDA alternative. Pas tout de suite. Oui, si on prend la dette nette, donc c'est la même que sur le site de Zone Bourse, 5761.
on voit qu'on tombe à un ratio de 0,5. Donc c'est quasiment doublé. Voilà, donc ça vous reprouve encore l'importance de savoir d'où vous tirez les chiffres et surtout sur les sites d'analyse d'où ils viennent. Voilà, après vous pouvez essayer avec les autres EBITDA. Si on prend l'EBITDA de zone bourse, qui est de 12 305. Hop, la dette nette, pour rappel, vous la voyez aussi ici. Hein. Dette. Où est la dette? Bilan, c'est le numéro 18. Dette nette, 5761. Voilà, et vous voyez que si on divise par les l'EBITDA, on trouve 0, hop, c'est le rafraîchissement de zone bourse, 0,47, 0,47. Vous voyez, ils font le calcul pour vous ici. En fait, c'est leur ratio qu'ils affichent ici, c'est le dette net sur EBE. Donc vous voyez que c'est pas vraiment le dette sur EBITDA. Après, pour les autres sites, c'est pareil, ils ont tous le même EBITDA. Donc les autres sites font le calcul d'EBITDA de la même façon et Zone Bourse fait le calcul différemment. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va voir. Donc vous avez vu la différence hein, de ratio entre dette nette et dette. C'est le double, du simple au double. On va voir maintenant l'alternative au EBITDA que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est le bénéfice net moins le CAPEX plus dépréciation et amortissement. Alors on va retourner le chercher et le calculer nous-mêmes. 6354 moins CAPEX. Alors, CAPEX, c'est pareil, il y a plusieurs... il le calcule à plusieurs endroits. Alors, zone bourse, ils prennent la valeur... Ici, investissement d'exploitation. 3038. C'est ce que Zone Bourse considère comme le CAPEX. Donc, on verra que les autres sites c'est différent, je vais vous montrer le calcul juste après. Moins CAPEX, plus dépréciation et amortissement. Donc ça, on les trouve hop, dans les actifs, les immobilisations incorporelles, donc les actifs intangibles qu'on ne peut pas toucher. Ici, amortissement, dépréciation, vous voyez, hop, c'est pour la période, tac, total, hop. Donc, plus, on va mettre des parenthèses comme ça, vous pourrez vous repérer, plus 9. Et maintenant, on va aller dans les immobilisations corporelles, donc ça, c'est tout ce qui est immeubles, etc. Alors, on n'est pas obligé d'inclure forcément les immobilisations incorporelles. Amortissement, dépréciation, 1512 plus 3. Donc voilà, là c'est la valeur qu'on trouve alternative à l'EBITDA, 5288. Donc je vais copier ce résultat. Hop, 5288. Et on va diviser notre dette. Donc on va prendre, hop, on retourne au compte de résultat. Pardon, au bilan, je vais chercher la dette. On va prendre la dette totale, 6005 plus 5027. Donc on voit que là, on a forcément, on a un résultat de 2 fois. Donc là, ça veut dire, si on l'interprète, ça veut dire qu'il faudrait 2 ans à LVMH pour rembourser ses dettes court terme et long terme. Maintenant, si on ne prend que la dette nette, donc on va en 18, ça va peut-être vite pour vous, hein, mais n'hésitez pas à re-regarder la vidéo. Je voulais juste pas faire une vidéo de 1 heure qui se balade entre toutes les pages du document. Alors, 5761. Vous voyez que là, pareil, on passe du simple au double. Donc voilà, c'est intéressant de voir la différence entre dette et dette nette. Ça vous permet de voir un petit peu les résultats. Alors, je vous ai dit, le CAPEX Zone Bourse, eux, ils utilisent cette valeur-là, donc 38, qu'on trouve ici, à la page 174, investissement d'exploitation. Donc Zone Bourse, ils prennent cette valeur. Si vous allez sur les autres sites, vous trouverez une valeur ici. Donc je prends à 2018, hein, vous voyez. Hop, 2018. 3141 dépenses d'investissement. Pour vous montrer que c'est bien le CAPEX. Voilà, 2018, hop,
3141. On est sur le même site là, c'est le site investing.com. Et c'est pareil sur le site Yahoo Finance. Voilà, ici. Donc eux, ils mettent ça en milliers, donc c'est 3 141 000 milliers. Et là, on l'a juste ici. Hop, voilà. Donc eux, comment ils ont fait pour trouver cette valeur? Je me suis baladé et j'ai essayé un petit peu de comprendre. Donc, on va... acquisition... Là où on était tout à l'heure, c'était dans les actifs incorporels et les actifs corporels. Donc eux, ils ont pris les acquisitions ici. 537 plus. Donc c'est acquisition des actifs incorporels. Et dans les actifs immobilisation corporelle, pareil, ils ont pris les acquisitions ici. 2604. Et vous voyez qu'on retrouve bien 3141. Donc vous voyez qu'entre les sites, il y a des différences. C'est intéressant de le savoir. Et c'est à vous après de prendre la valeur qui va vous impacter le moins négativement pour votre ratio. Donc là, dans notre cas-là, ce serait de prendre un EBITDA le plus faible possible. Comme ça, on ne divise pas par un grand nombre. Et le résultat de notre ratio n'est pas trop petit, ce qui pourrait fausser notre interprétation de la situation de l'entreprise. En tout cas, vous voyez que c'est intéressant de voir que ils ont assez de cash pour instantanément payer la moitié de leur dette, et ce qui leur fait une dette nette de la moitié de leur dette. Donc voilà.